Dernier point, les libertés individuelles, qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, les libertés individuelles sont également très menacées. Elles sont menacées d'abord, je vais en citer 4 points. Premièrement, de plus en plus nous sommes soumis à un contrôle de la liberté d'expression, qui est de moins. Si vous prenez la peine de rechercher par exemple ce qu'était la presse française au début du XXe siècle et ce qu'elle est aujourd'hui, vous serez sidéré. La presse du début du XXe siècle était d'une virulence qui est aujourd'hui impensable. Un journal comme l'Assiette au beurre serait interdit, je pense, ou poursuivi devant tous les tribunaux de France et de Navarre. À l'époque, l'Assiette au beurre pouvait publier ces caricatures d'une violence extraordinaire. C'est un journal anarchiste, anticlérical, comme on n'en trouve plus. Bon, il est vrai que Charlie Hebdo est une annexe du gouvernement. Donc, liberté de la pensée et de la parole. Deuxièmement, je voudrais dire quelques mots de l'obsession sécuritaire. Troisièmement, dire aussi 2 mots du développement du contrôle direct des corps, et notamment de tout ce qui tourne autour de la biométrie. Et puis enfin, parler de cette extension infinie du domaine de la loi qui semble nous marquer. Alors, police de la pensée, contrôler la parole. Le premier qui voit très bien ça, c'est encore le grand George Orwell. Dans 1984, il explique ce que c'est que le novlangue. L'expression des pensées mononsonores, c'était presque impossible. Une personne dont l'éducation a été faite en novlangue seulement ne serait pas davantage que égal avait un moment où le sens secondaire de politiquement égal, ou que libre avait un moment signifié libre politiquement, ou que par exemple une personne qui n'aurait jamais entendu parler d'échecs ne connaîtrait le sens spécial attaché au mot réel. Donc le novlangue, c'est transformer la langue de telle sorte qu'il y a un certain nombre de pensées deviennent impossibles. Impossible parce que nous ne pouvons plus les dire. Et le politiquement correct qui s'est imposé au cours des dernières années renvoie à ça. C'est qu'un certain nombre de pensées peuvent devenir impossibles à dire. Alors, le politiquement correct, c'est une histoire intéressante. Je m'y suis exercé il y a quelques temps dans un ouvrage, j'en ai parlé. C'est encore quelque chose qui est venu de l'extrême gauche au départ. Où au nom de la reconnaissance, de la dignité des divers groupes, on a voulu bannir un certain nombre de mots. Et évidemment, comme toujours, quand on commence à limiter la liberté d'expression, on met le doigt dans l'engrenage qui conduit à sa limitation générale. Parce qu'à partir du moment où vous avez dit qu'il y a des mots qui ne peuvent plus se prononcer, eh bien, si vous faites une caricature d'une autre religion, vous allez des fondés à vous poursuivre aussi, puisque vous avez attaqué sa dignité, vous avez violé le respect et la reconnaissance qui lui est due. Et la liberté de la presse est à ce moment-là mise en pièces. Et c'est très exactement ce à quoi on a assisté. Et quelque chose qui était parti de revendications minoritaires à gauche est devenu un des outils de la mise au pas de la presse et de la parole, tout simplement. Parce qu'après tout, c'est Mme Parizeau qui a dit ça. Si vous dites salaud de patron, vous faites preuve de racisme anti-patron. Ah ouais. Donc vous allez aller en prison. Alors le problème, c'est pas de savoir si ces mots en eux-mêmes sont mauvais. Est-ce que oui ou non, il faut une police de la parole et de la pensée? La liberté d'expression et la liberté de penser, c'est même la liberté pour les crétins de dire des crétineries. Sinon, c'est plus la liberté. Et la liberté de penser et de parole, c'est la liberté de mes pires ennemis. Parce que la liberté de penser de vos amis, c'est quand même facile, ça. C'est la portée de tout le monde. Mais la liberté de ses ennemis, c'est ça la démocratie. Or, on a commencé à dire qu'il y a des choses qui n'ont plus le droit de se dire. Et on aboutit à quoi? On aboutit aux lois mémorielles. Là aussi, ça part toujours de bonnes intentions. Mais comme tout le monde le sait, le chemin de l'enfer est avec de bonnes intentions. Donc on vote des lois mémorielles. C'est-à-dire on dit voilà l'interprétation correcte de l'histoire, et qui dit le contraire va directement en cabane. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire désormais que l'histoire n'appartient qu'aux historiens, que les faits sont plus objectifs, que l'histoire appartient au droit.
Eh bien ça c'est le Monde de 1984, car pour ceux qui ont lu cet excellent livre, ils savent qu'il y a tout un passage dans lequel Winston est torturé par le chef du parti qui veut lui faire avouer que, selon les règles du parti, désormais 2 ne font plus 4, mais 2 font 5. Et à un moment donné, le malheureux torturé lui dit oui, bon, t'as raison, 2 font 5. Et l'autre lui dit non, je veux que tu le penses vraiment. Arrête de le dire, simplement pour que j'arrête de te torturer. 1984, c'est le livre à lire absolument. Hein, c'est le dernier manifeste qui nous reste de la liberté. Voilà. Alors ces lois mémorielles, on les voit encore récemment. Le problème, par exemple, c'est pas de savoir si oui ou non il y a eu un génocide des Arméniens par les Turcs. Bien évidemment qu'il y a des massacres énormes. Alors le terme génocide, après, on a pu avoir une sorte de considération fumeuse là-dessus, savoir où ça commence, où ça finit un génocide. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un en prison au motif qui dit non. Vous pouvez penser qu'il a tort, c'est un imbécile, qu'il ne voit pas la vérité. Vous pouvez l'insulter si vous voulez, au nom de la liberté d'expression, mais vous ne pouvez pas l'envoyer en prison pour ça. De la même façon que personnellement, j'ai toujours été contre l'interdiction du Front National. Contre. Pourquoi? Pour leur interdire de ce qu'ils ont envie de dire. On est assez grand. Vous avez peur que les gens se fassent corrompre par des mauvaises paroles, qui sont ces directeurs de conscience qui veulent nous dire ce qu'on doit entendre et ce qu'on doit pas entendre. Qui va décider ce qui est bien et ce qui est mal à entendre? Et je crois que là, on est pour une question absolument centrale. C'est non pas la liberté en général, c'est la liberté 1789. Nul ne doit être inquiété pour l'expression de ses opinions, même religieuses. C'est dans la déclaration des droits de l'homme. On dit bien, nous avons une question centrale. Bon, j'en donnais une deuxième de question aussi importante, c'est l'obsession sécuritaire. Oui, la sécurité, c'est un problème sérieux. Bon, tout ce qu'on veut. On peut faire, d'ailleurs, on fait beaucoup de discours là-dessus, on ne fait rien en pratique. Hein. Parce que la RGPP passe derrière, donc pendant qu'on dit vive la sécurité, on supprime les postes de flics. Bon, ça c'est ce que fait ce gouvernement en particulier. Le problème c'est, est-ce que la sécurité peut justifier la mise en fiche de toute la population? Est-ce que la sécurité peut justifier l'espionnage généralisé? En Angleterre, nous avons aujourd'hui plusieurs millions de caméras de vidéosurveillance, ce qui veut dire que pas un seul de vos gestes n'échappe. Ben, comme dans 1984, Big Brother is watching you. Big Brother vous regarde. Et en Angleterre, Big Brother vous regarde, et chez nous, là-bas, bien, toutes les municipalités, de droite comme de gauche, se mettent à la caméra. On saura partout où vous êtes. Alors, évidemment, les braves gens disent, oui, moi j'ai rien à cacher, donc c'est pas grave qu'on sache où je suis. Pourquoi? Parce que vous faites confiance au gouvernement? Principe de base de tout démocrate, ne jamais faire confiance. C'est le philosophe Alain qui disait ça. Ne jamais aimer le pouvoir, obéir, façon, aimer, jamais. Faire confiance, jamais. Sinon, on a renoncé à notre liberté. Hein. Et l'idée, c'est de ne pas faire confiance. Parce que tout pouvoir tend à abuser du pouvoir. Montesquieu. Vous voyez, encore, les grands auteurs libéraux. Le libéralisme, dans son exceptionnel, c'est que la vie privée est privée, et que, autant que c'est nécessaire, on doit protéger les immissions du pouvoir d'État. Aujourd'hui, le pouvoir d'État entre partout. Et on va vous surveiller. La liberté, article 4, consiste à faire tout ce qui ne nuit pas autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'il n'ordonne pas. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Voilà, ça c'est la déclaration du droit de l'homme. Et puis une dernière, toujours dans le même genre. La loi ne doit établir que des peines strictement nécessaires et strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délai légalement appliqué. Des peines strictement et évidemment nécessaires. Pourquoi on a mis en place toute une série de dispositifs qui, par exemple,
peuvent vous faire condamner à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende pour obstruction d'une cage d'escalier. C'est dans la loi. Voilà, 3 gamins assis dans une cage d'escalier, vous en êtes évidemment, vous devrez monter. 6 mois de prison, 3 750 € d'amende. Où est la peine strictement et évidemment nécessaire? C'est-à-dire que les principes de base du libéralisme sont bafoués, tout simplement. Je ne parle pas des autres principes, je demande autre chose, je me place sur le strict plan de la pensée libérale et du bon usage que nous devons faire de ce que nous ont légué John Locke, Montesquieu et quelques autres. Alors, est-ce qu'on peut repenser la démocratie? Si cette démocratie est menacée, en même temps, nous savons qu'elle reste tout de même un idéal. Et même si le vent de la démocratie ne souffle pas toujours très fort chez nous, il peut souffler ailleurs. De la Tunisie à Moscou, par exemple. Alors, je crois qu'il existe bien un libéralisme qui se prétend tel, qui conçoit la liberté essentiellement comme la liberté absolue des puissants, qui se paye de la soumission de l'immense corps et des pauvres, mais je crois qu'il existe aussi un bon usage du libéralisme, un usage dont on peut trouver tous les linéaments chez les grands maîtres de la philosophie politique classique. On retrouve tellement de points communs entre Locke et Spinoza, Montesquieu et même Rousseau. Et là, on a dans la tradition philosophique quelque chose qui devrait nous inciter à être retravaillé. Alors, première question, peut-être c'est la question de l'égalité, parce que je parlais de la liberté. Le problème pour la démocratie, c'est pas l'égalité en elle-même. L'égalité économique pure, ça n'existe pas. L'égalité des hommes, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. D'ailleurs, Marx pensait que l'égalité c'était encore le droit bourgeois, puisque ça signifie qu'on continue de comparer les individus quantitativement. La seule égalité qui soit très sérieuse, c'est l'égalité des droits de la personne. Mais celle-ci suffit. Par exemple, quand la droite et la gauche communient dans le culte de l'égalité des chances que l'école est censée fournir aux enfants, eh bien là on n'est plus dans l'égalité. Parce que l'égalité des chances, c'est quoi? On est en plein dans l'idéologie. On prétend que quelques efforts politiques permettraient que tous les enfants aient les mêmes chances de devenir polytechnicien, énarque, avocat d'affaires réputé, grand patron, etc., etc. Comme il est impossible que tous réalisent leurs ambitions, parce que le nombre de grands patrons, d'avocats d'affaires et de polytechniciens est nécessairement limité, eh bien l'égalité des chances n'est qu'une mystification. Et on fait passer, sous couvert d'égalité des chances, une nouvelle technique d'organisation sociale. Bon, donc là on est en pleine idéologie. Et on reconduit du même coup la vision libérale du monde comme compétition. Car si on assure à l'égalité des chances, celui qui perd de sa faute. Et c'est exactement ce qui est la conséquence nécessaire de cette théorie d'égalité des chances. Alors, on va laisser là l'égalité des chances, et nous avons toutes sortes de formes d'égalité qui légitiment au fond la perpétuation de la domination. Et la question pour nous, c'est de savoir quelle égalité doit être défendue. La liberté et l'égalité, telles qu'elles sont présentées dans les déclarations des droits, celle du 18e et la déclaration de l'ONU, sont effectivement en elles-mêmes de pures abstractions. La liberté en tant que principe politique et juridique n'a d'existence que dans un État et une constitution. Et la liberté consiste en droit, en protection et en possibilité concrète d'action. Alors, il y a une critique d'ailleurs qui est fréquente, parfois discutable, mais malgré tout pertinente, qui est la critique du caractère formel des droits. Les hommes sont égaux en droit, c'est-à-dire que les riches et les pauvres ont également le droit de coucher sous les ponts. Alors, l'égalité sur ce plan pourrait être tout aussi abstraite, et on pourrait dire que finalement, elle n'est pas autre chose que l'égalité qu'on trouve dans les champs de marché.
Néanmoins, cette égalité et cette liberté abstraite des droits de l'homme, elles sont porteuses de quelque chose. Si les hommes sont égaux en tant que personnes libres, il faut en déduire donc que le premier principe politique et juridique qui s'impose, c'est le principe d'égale liberté pour tous. Et que donc, nous devons trouver des dispositifs institutionnels qui permettent d'assurer réellement cette égale liberté pour tous. Cette égale liberté pour tous, elle inclut par exemple que soit favorisée la participation à la vie publique de tous. Et que donc un certain nombre de dispositions soient prises qui permettent qu'effectivement cela rentre dans la vie. Deuxièmement, si tous les individus sont libres également, ça signifie que toute domination doit être rejetée ou au moins combattue autant que possible par des moyens institutionnels et des moyens politiques. Donc ça veut dire que l'organisation politique est conçue pour non pas dominer les citoyens, mais les protéger contre la domination. Et ici on rejoint le principe républicaniste de la liberté comme non-domination. C'est un concept de liberté exigeant qui suppose qu'on aille au-delà du libéralisme classique et qui suppose en particulier, par exemple, que toutes les formes de domination, non seulement politiques, mais celles qui interviennent dans la vie sociale, par exemple les relations entre patrons et employés, que toutes ces formes de domination fassent l'objet de lois qui puissent, sinon abolir entièrement la domination, parce que dans le cas précédent, il faudra abolir le salariat et le patronat, comme on le pensait à la CGT en 1905, mais qui permettent au moins la protection des individus contre les abus de pouvoir. Par exemple, ça signifie que être protégé contre la domination sur le plan des relations employé-employeur, ça signifie qu'il y a un droit du travail qui vient corriger le caractère asymétrique du contrat de travail, qui est un contrat de soumission. Bon. On pourrait développer, on sait par exemple, et ça depuis les débuts de l'école laïque, que l'État vient protéger les enfants contre les parents qui ne voudraient pas assumer leur droit d'instruction à l'égard de leurs enfants. Et c'est bien l'intervention de l'État qui, là, n'est pas une intervention qui vise à dominer, mais elle vise à protéger la liberté des enfants. Et à empêcher les parents d'abuser de leur pouvoir sur leurs enfants. Donc, nous avons donc la possibilité de commencer à repenser une société qui soit fondée sur le principe de liberté, entendu cette fois comme non-domination. Alors ça signifie aussi, évidemment, qu'il y a une perspective de changement social. Rousseau, qui voyait souvent bien les choses, considérait que la société pouvait être libre, les citoyens pouvaient préserver leur liberté dans le corps politique, que si les uns ne pouvaient pas trop influencer sur les autres. Et en particulier, Rousseau pensait que dans une société juste, eh bien, personne ne devait être assez riche pour acheter quelqu'un d'autre, et personne ne devait être si pauvre qu'il soit obligé de se vendre. Et ça signifie qu'il n'y a donc pas de liberté en dehors d'une certaine égalité des conditions sociales. Et en tous les cas, qu'on prenne sérieusement cette question de l'inégalité sociale à bras-le-corps. Alors, dernier point que je voudrais donner comme moyen de penser une alternative, hein. Je vais citer un auteur italien qui est mort en 1937 dans l'Orne, si je me souviens bien, avec son frère. C'est Carlo Rosselli, qui était un résistant, qui a quitté l'Italie fasciste, qui a animé un parti clandestin, qui est à l'origine de ce qui va devenir à la libération un parti d'action en Italie. Et Rosselli donc s'est engagé aux côtés des républicains espagnols et il a été assassiné par la cagoule en 1937. Et Rosselli a inventé une doctrine qu'il a appelée le socialisme libéral. Et le socialisme libéral, c'est une tentative intéressante à mon sens de dépasser l'opposition entre un marxisme un peu stérilisant et le libéralisme pur.
Il s'agit pour Rosselli de promouvoir un libéralisme renouvelé, un libéralisme qui fasse la synthèse entre les Lumières et le vieux socialisme prolétarien. Alors, Rosselli reconnaît que son expression de socialisme libéral peut sembler étrange, puisque pour lui, le libéralisme a servi à faire la contrebande de marchandises très diverses, mais Rosselli sépare nettement deux choses, le libéralisme économique, qu'il appelle, comme tous les Italiens d'ailleurs, le libérisme, et puis d'autre part, le libéralisme politique. Alors, dans sa plus simple expression, le libéralisme peut se définir comme cette théorie politique qui, partant de la présupposition de la liberté de l'esprit humain, déclare la liberté fin suprême, suprême moyen, suprême règle de la vie sociale humaine. Fin, en tant qu'elle se propose, d'atteindre un régime de vie sociale qui assure à tous les hommes la pleine possibilité d'un développement de leur personnalité. Moyen, en tant qu'on considère que cette liberté ne peut être octroyée ou imposée, mais doit se conquérir par un dur travail personnel dans le flux des générations. Celui-ci conçoit la liberté non comme un donné de nature, mais comme un devenir, un développement. On ne naît pas, mais on devient libre. Et on ne peut se conserver libre qu'en maintenant active et vigilante la conscience propre de son autonomie et en exerçant ses libertés propres. Et à partir de cette définition que je trouve très belle, Rosselli, on définit que le socialisme ne devrait être que l'accomplissement des idéaux libéraux et que la transformation des rapports de propriété d'échange devrait permettre de rendre effectives et pour tous les libertés qui, pour l'instant, ne sont réservées qu'à quelques-uns dans nos sociétés. Comme personnellement j'ai longtemps défendu une autre formule qui s'appelle communisme républicain, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le socialisme libéral à la Carlo Rosselli et mon communisme républicain. Et je crois qu'il s'agit dans les deux cas de prendre pour principe que seul le mouvement social peut développer la liberté et qu'il ne peut lui-même ne se développer qu'en mettant la question de l'émancipation de toute domination, la question de la liberté comme une question centrale. C'est d'ailleurs pour cette raison que moi je suis très sceptique quand on entend que pour être très radical à gauche, il faut être antilibéral. Je trouve que l'antilibéralisme n'est pas un programme politique sérieux, et dans tous les cas, ce n'est pas celui dont on aurait besoin aujourd'hui, parce que nos sociétés ne sont pas menacées par un excès de liberté ou un excès de libéralisme, mais au contraire par une contraction, une régression souvent inquiétante de la liberté. Et ben voilà, c'est tout ce que je veux dire pour aujourd'hui.